Bonjour à tous, je suis Johanna Battista du cabinet Hector Advisory. Bienvenue au podcast Entreprise Curieuse, le podcast qui apporte des illustrations concrètes de la curiosité en entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec Ignacio de Orue, le Head of Talent, Development et Culture d'Orange. Ignacio a commencé sa carrière dans la banque d'investissement chez JP Morgan à Londres, après un court passage au BCG de Madrid. Il est rentré dans le monde de l'Internet et des télécoms en 2000, dans un start-up qui a été racheté par France Télécom, devenu Orange. Au sein du COMEX d'Orange Espagne, il a occupé plusieurs postes avant de devenir DRH en 2016. Moment où il a réalisé, et je cite, « ce que je veux faire quand je serai grand ». Ignacio est à Paris depuis 2021, d'abord en tant que directeur adjoint des ressources humaines en charge de l'international et maintenant en tant que directeur du talent et du développement pour le groupe Orange. Bonjour Ignacio. Bonjour Johanna. Bonjour. Quand on parle de curiosité en entreprise, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Mon curiosité, la première pensée qui me vient, c'est l'envie de savoir, je dirais plus loin que l'envie, le désir, et peut-être encore plus loin, c'est le besoin de savoir plus, besoin de connaître. Et en fait, ça me rappelle un livre que je lus il y a 2 ans, quand je suis venu en France. En fait, pour apprendre le français, mais c'est un livre qui s'appelait « Je cherche à comprendre » de Joël de Rosnay, qui ouvre leurs opportunités pour comprendre les choses. Alors, c'est la première chose qui m'évoque. À côté de cela, si j'essaye de réfléchir parmi l'environnement de travail, il y a la notion d'attitude, de se poser des questions. Pour moi, se poser des questions au quotidien, c'est la curiosité. C'est se poser le pourquoi des choses et ne pas se contenter avec la première réponse. C'est se poser la question des comment, pourquoi, comment, arriver jusqu'au fond. En fait, il y a une notion de challenge là, de challenger l'existant et de ne pas prendre pour valide tout ce qu'on fait tous les jours. À côté de cela, aussi, la notion peut être de chercher de nouvelles expériences. Dans l'environnement du travail, c'est chercher la mobilité, des nouvelles postes, sortir de la zone de confort, chercher des expériences qui nous apprennent des choses. C'est la notion d'oser, pourquoi pas, ne pas se contenter à rester tranquille. C'est essayer de faire des autres activités parmi une entreprise. Et pour faire tout cela, dernièrement, je crois que ça demande une petite dose d'humilité. Se rendre compte que, oui, on connaît beaucoup de choses, mais il y a toujours beaucoup plus à apprendre. Et la notion d'apprendre des erreurs aussi, ne pas regarder que les situations de succès qu'on a eues, mais aussi savoir avoir des moments difficiles et apprendre des erreurs, c'est aussi avoir de la curiosité. Donc c'est un concept assez riche, Johanna. Voilà, c'est pour ça qu'on aime bien poser des questions autour de ce concept. Pour approfondir un peu plus, je sais qu'en ce moment, tu es un lead d'un grand projet sur la culture Orange. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Oui. C'est un projet en fait assez proche à mon cœur parce que avant de venir ici en France, on avait fait aussi un projet de transformation globale en Espagne, périmètre Espagne. Et maintenant, j'ai eu l'opportunité de piloter un projet global. Orange, comme vous le savez bien, est un groupe qui est présent dans beaucoup de géographies dans le monde, presque 80 pays dans le monde, avec 135 000 employés, des métiers assez divers. On est le métier telco traditionnel, la cybersécurité, on est dans le domaine des data IA, et on est en France, on est en Afrique, on est en Inde. Donc c'est un projet global. On travaille autour de la culture pour d'abord la comprendre, après pour pouvoir la décrire, et on a utilisé les valeurs pour faire cela, et aussi pour pouvoir la décliner en comportement. Décliner en comportement et pouvoir choisir ou pouvoir insister sur ces comportements qu'on trouve aujourd'hui capital pour réussir dans la stratégie d'Orange. C'est pour cela que depuis le début, on travaille la culture en lien très étroit avec la stratégie. En fait, si pour pouvoir donner une
une image plus facile à comprendre. On travaille avec, on avait commencé il y a 2 ans sur le pourquoi, ce qu'on fait. Le pourquoi, c'est plutôt la raison d'être qu'on avait lancé il y a quelques années. C'est le concept de purpose qui a été très très important, très utile dans les crises qu'on a eues, la crise Covid par exemple, qui donne fierté de travailler pour une entreprise, dans notre cas, qui fait une activité qui souvent est capitale. Je rappelle le côté Covid, pour pouvoir faire le télétravail, pour connecter les écoles. C'est pourquoi, c'est la raison d'être. Après, le quoi, ça serait la stratégie. Et comment est-ce qu'on fait? Notre métier, on est très attendu et il y a une vitesse de transformation énorme. Et là, le quoi, la stratégie, c'est notre réponse à cet environnement changeant. Mais les pourquoi, les quoi ont besoin d'un comment. Et c'est là où la culture commence à jouer, c'est les comment. Parfois, on parle aussi de hardware, software. Donc, hardware, le quoi, et software, la culture. Mais c'est, en fait, l'élément qui unifie tout. C'est, en fait, la façon dans laquelle les choses se passent. Ça peut être une définition assez floue, mais c'est fondamental pour que la stratégie aille une bonne chance de réussite. Je me rappelle... Quand on avait lancé les projets au début, toutes les transformations, on a lu, toutes les transformations qui se lancent, il s'agit de transformations humaines, au fond, où les composants de culture, c'est très important. Et la majorité des transformations sont un échec. En fait, le chiffre, les données que j'avais eu accès à, c'est 7 sur 10 sont un échec. Et quand on commence à regarder pourquoi les transformations sont un échec, la majorité de ces transformations qui n'arrivent pas, la cause numéro 1 de ce phénomène-là, c'est qu'on ne prend pas la même attention au quoi qu'au comment. Parfois, on pense trop de temps pour dire voilà ce qu'il faut faire, mais on ne réfléchit pas sur le comment est-ce qu'il faut le faire des points de vue humains. Derrière, il y a des hommes, il y a des équipes. Et pour nous, la culture, c'est un élément fondamental. Ce n'est pas ce qu'on parle quand on fait un événement sur la stratégie, ce n'est pas ce qu'on parle après avoir parlé de la stratégie le soir, dernière heure, parlant un peu de culture. Non, la culture est au centre de la stratégie comme un élément fondamental pour sa réussite. Merci Ignacio. Tu as parlé des valeurs qui définissent cette culture. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment est-ce que tu as fait pour les identifier? Oui, en fait, voilà un vrai exercice de curiosité. En fait, petite précision au début. Les valeurs n'étaient pas l'objectif du projet. Pour nous, les valeurs, c'est un véhicule pour pouvoir parler de la culture d'une façon que tout le monde peut comprendre. Donc, on n'a pas commencé à parler, on n'a pas commencé à détecter les valeurs. On a commencé à découvrir qu'est-ce que c'est Orange. C'est quoi les éléments communs? Comme je viens de dire il y a quelques minutes, on est une entreprise globale présente dans beaucoup de pays différents, très différentes. Je pense à quelques pays africains, je pense à l'Europe, je pense partout, et avec des métiers très divers. Alors, ce qu'on a fait, on a lancé un exercice de curiosité, en fait, pour découvrir ce que nous unit, ce qui nous fait être Orange là où on est. En fait, tout de suite, on a tombé sur un concept que Orange, c'est many in one. On est très divers, on a des particularités très distinctes, mais on est one. Alors, il s'agissait de trouver c'est quoi c'est one. C'est quoi les éléments qui nous fait. À côté de cette première pensée, le deuxième était qu'on n'invente pas une culture. La culture existe déjà. Alors, il s'agissait d'aller chercher les éléments qui nous faisaient être Orange. Donc, on a regardé, parmi toutes les géographies, on a lancé une enquête à tous les salariés. On a eu presque 45 000 réponses. On a fait des focus group assez intenses avec les exécutifs de l'entreprise, avec des groupes de jeunes de différents pays. On a beaucoup parlé. On a passé beaucoup de temps avec l'équipe dirigeante pour discuter cette information, pour prendre des décisions, pour avancer. On a testé. Donc, c'était un vrai exercice d'aller chercher ce qui nous fait être Orange dans toute la boîte. Et finalement, le résultat de tout cela a été une liste de valeurs, 3 valeurs en fait. C'est les valeurs d'Orange à partir de
mois d'octobre qui ont été lancés. C'est attentionné, responsable, audacieux. Et cette valeur incarne les comportements qu'on veut mettre au quotidien, qu'on veut rendre vivants au quotidien. Ils sont le même, ils fonctionnent les trois ensemble. On peut pas les séparer l'un de l'autre. Et ils sont le même pour tout le groupe. C'est le One d'Orange. Merci Ignacio. Alors on a parlé culture, on a parlé des valeurs. Concrètement, quelles sont les étapes qui t'ont permis à tes équipes d'opérationnaliser tout ça? On parle, pour faire un peu le symbole avec le service, on vient de finir saison 1 de Projet Culture. Saison 1 est finie. C'était une saison assez intéressante. C'était une saison de clarification, des définitions, des curiosités, des recherches. Et aussi une saison de décrire les comportements et d'écrire et écrire la culture. Voilà. Maintenant commence saison 2. Ça vient de commencer. Et c'est une saison, à mon avis, beaucoup plus intéressante que saison 1. Il s'agit de rendre les valeurs vivantes au quotidien. On ne veut pas que la culture soit les éléments de décoration de la siège sociale, ce qu'on trouve dans les ascenseurs, voilà. Non, ça aide à communiquer. Mais la clé des succès, c'est l'opérationnalisation de valeurs. C'est décliner ces valeurs en comportement et faire de ces comportements des éléments vivants au quotidien. Donc cette deuxième saison va être aussi un peu plus compliquée avec plus d'épisodes, je me permets de dire, parce que il s'agit de changer la façon dont laquelle les choses se passent dans cette définition des cultures. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est une espèce de marathon. On va améliorer, on va commencer à changer les choses, mais c'est un projet qui dure des années. Et aussi, c'est un projet, une saison, c'est une saison avec beaucoup plus de scénarii. Parce que jusqu'à maintenant, le rôle central était de préciser cette culture, cette valeur. Maintenant, l'opérationnalisation se passe en local. Donc, c'est le pays, les divisions, qui prend cette one qu'on a fait ensemble pour les décliner en local. Donc, il s'agit en fait de changer la façon de laquelle on agit. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on a besoin de répondre à tous les salariés pour que on commence à agir différemment. Et il y a beaucoup de modèles psychologiques là, mais on a pris un assez simple qui dit que moi, toi, un salarié lambda, agirait différemment s'il y a une liste de choses qui se passent. Et la première, c'est si on comprend le sens. On agit différemment si on comprend vraiment pourquoi et on comprend les contenus. Alors là, on commence une phase d'appropriation. On a lancé des ateliers culture. Ce sont des éléments qui permettent aux gens de comprendre l'histoire qu'on a fait jusqu'à cette valeur. Et aussi, c'est un exercice de curiosité pour se demander en quoi comment est-ce qu'il peut incarner ces valeurs au quotidien parmi les équipes. C'est un vrai exercice de curiosité. On agit différemment si on comprend le sens, aussi si on voit les personnes changer autour de nous. Et on parle là de l'exemplarité. L'exemplarité du management, mais aussi des équipes. Je crois qu'il y a beaucoup de petits gestes qu'on peut faire au quotidien pour montrer que les valeurs, de nouveau, ne sont pas que des éléments décoratifs. On va lancer la formation et on va beaucoup préciser et traiter les comportements pour que tout le monde puisse comprendre et adapter au quotidien la façon d'incarner la culture. Troisièmement, il faut continuer à changer quelques éléments systématiques dans la boîte. Je parle bien des processus. Si on change le comportement quotidien, mais quelques processus majeurs ne changent pas à la lumière de valeurs, on n'arrive pas à convaincre le salarié qu'il faut changer. De nouveau, un exercice de curiosité, de challenge. Pourquoi est-ce qu'on a fait le processus comme ça toute la vie? Il faut se demander pourquoi. Il faut se demander comment est-ce qu'on peut faire différemment. Et un exercice de curiosité, en fait. Et après, c'est l'opérationnalisation locale. On agit différemment si on voit dans l'entité de chacun, dans le pays de chacun, des feuilles de route locales. C'est exactement ça ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, cinquième élément, si on trouve qu'on est embarqué dans une dynamique globale,
une dynamique globale de partage de meilleures pratiques et de nouveau de one dans toute cette manie. Donc c'est une phase, une saison assez importante, longue, mais on a une feuille de route claire et les idées assez claires aussi. Donc, très bien. Bon, on a hâte de voir ces différents épisodes. C'est très intéressant de voir cette cascade qui implique tout le monde aux différents niveaux de l'organisation. Est-ce que tu as prévu de mesurer l'implémentation de ce changement? Oui, bien sûr, mais non. Si on ne mesure pas, on ne saurait pas si on fait des progrès ou pas. On a beaucoup de débats et finalement, on a décidé de rester simple. La première, tentation qu'on a dans ce type de projet, c'est de lancer une liste des KPI exhaustifs, longue. Et voilà, on s'est dit non, il faut rester simple. On a déjà une enquête annuelle qui s'appelle VoiceUp, c'est la façon dans laquelle on mesure le santé organisationnelle, les climats, voilà. Et parmi cette enquête-là, on a trouvé une liste des questions et on a fait une espèce de allocation des questions aux valeurs. Ça va nous permettre de mesurer les valeurs à travers de l'enquête existante. L'objectif, c'est, on a dit, on a un socle commun. Ce socle commun de valeurs de culture n'est pas trop grand, trop large, mais c'est très important de les garder le même. C'est le one, de nouveau. On a donné la main à l'opérationnalisation locale. On est convaincu que c'est la façon de réussir. On a vécu avant des processus similaires, par exemple, quand on avait lancé la marque Orange dans tout le monde. Il y a des règles en centrale, pas beaucoup, et assez fermes, strictes, je dirais. Mais la richesse de la marque Orange, c'est l'implémentation locale. Quand on voit la pub, par exemple, en Afrique, en Europe. Donc, c'est la même dynamique. Un socle commun petit, restreinte, l'opérationnalisation locale, et finalement, une façon de mesurer le succès unique. Un KPI, des KPI simples, avec un outil qui existe déjà, et le même pour tout le monde. Avec ça, je crois qu'on va pouvoir provoquer une espèce de boule de neige qui bouge. Et dans cette marathon, on va arriver au bon endroit. Merci Ignacio sur cette vision très complète de ce que c'est créer et implémenter une culture. On sait aussi que, du coup, je voulais faire un petit focus sur les talents parce que la stratégie et la culture d'Orange repose aussi sur eux. Comment est-ce que vous faites pour les identifier et les aider à se développer au sein de l'entreprise? En fait, on a changé la politique des talents cette année. Et à la base, il y a une conviction assez forte des équipes et de moi aussi personnellement. On dit souvent, ou j'entends souvent, que les talents, c'est une ressource rare. Je ne le crois pas. Je me rebelle contre cette notion de dire il n'y a pas beaucoup de talents. Je me rebelle contre l'idée de dire voilà, cette personne-là est un talent, qui implique que l'autre personne à côté n'est pas un talent. Je crois que tout le monde a des talents et il s'agit de trouver les talents de chacun et il s'agit de trouver la position dans l'entreprise où ces talents brillent le plus. Il s'agit de créer les conditions pour l'épanouissement des équipes. Et en fait, souvent je vois le rôle de talent management comme une espèce de rôle de casting. Comme si on était dans une série, un épisode. Pas tous les acteurs peuvent jouer les méchants ou le héros. Voilà, il faut trouver l'endroit pour chacun. Et c'est un double intérêt de l'entreprise et de la personne. Donc voilà. Pour cela, ce qu'on a fait, c'est faire une espèce de from to. Avant, on faisait un peu politique des talents trop ciblée vers les talents d'un petit groupe de gens, des dirigeants. Et maintenant, on a basculé vers une politique des talents pour tous. Dans cette politique des talents pour tous, l'important, c'est la détection des talents parmi tous les coins de l'entreprise. Il s'agit de les exercices d'entretien individuel, des détections des talents de revue dans tous les coins, dans toutes les divisions, dans tous les pays, avec quelques critères communs, des nouveaux opéralisations locales, mais quelques critères communs.
il s'agit de pouvoir offrir des opportunités de développement à tout le monde, des opportunités de formation à tout le monde, et de trouver le meilleur endroit pour les salariés, et aussi le meilleur endroit aussi dans l'entreprise selon les skills clés dont on a besoin pour réussir la stratégie. Donc, il y a un vrai exercice de chercher, détecter partout. C'est vrai que finalement, il y a quelques talents qui, dans ces moments-là, sont plus relevants, plus pertinents pour la réussite de notre entreprise. Et c'est là où on crée des viviers, des talent pools, des viviers qu'il faut accélérer pour sourcir ces postes clés, ces postes qui sont autour de skills clés de l'entreprise. Alors, le fait d'avoir un talent pour tous n'empêche pas de faire de pools, mais je ne parle pas de pool de management, je parle de pool autour des positions clés. En fait, on a détecté, on a créé 3 types de pools. Le premier pool, c'est le pool de jeunes dirigeants de demain, de jeunes salariés, des gens talents qui pourraient prendre des opportunités ou des positions clés assez vite. Le deuxième pool, c'est le pool de dirigeants, mais pas dirigeants en général, mais dirigeants plutôt le pool des potentiels directeurs financiers, potentiels directeurs des ressources humaines, potentiels. Donc, on met l'importance sur le poste, ok? Et le troisième, c'est les experts. Parfois, c'est un groupe de gens, un pool, je dirais pas oublié, mais traité différemment. Pendant beaucoup de temps, on a dit les experts, pour réussir dans une entreprise, doivent abandonner ce rôle d'experts et rentrer dans la carrière de management. Mais non. Nous, on a créé un pool des experts. Les experts sont capitales pour la réussite d'Orange. Ils sont des talents qui peuvent nous aider à comprendre l'avenir. C'est pathfinders, comme on dit en anglais. Et on a créé un pool autour des experts. Donc, talent pour tous. Et à côté de cela, en fonction des postes clés, des skills clés, des viviers qu'il faut accélérer pour sourcir ce type de postes clés. Voilà les grandes lignes de talent qu'on commence à déployer au fond. Merci. On a parlé de développement et accélération. Tout ça, enfin, à la lumière de la curiosité, ça me fait forcément penser à la formation. Est-ce que tu pourrais nous parler de votre stratégie de learning et en quoi se base-t-elle aujourd'hui? La stratégie de learning est aussi en train d'être revue. Et on a basculé un peu aussi. Avant, on avait une offre de formation, un portail. C'est une espèce de supermarché de la formation. Vraiment, on trouvait presque tout. Et c'était aux salariés d'aller là chercher ce qu'ils voulaient apprendre. Oui, il y avait une guide côté management, mais de facto, le portail Orange Learning, s'appelle Orange Learning, c'est un espèce de supermarché où on trouvait presque tout. Alors, on s'est rendu compte que on avait beaucoup des objets de formation, mais je parle aux alentours de 100 000, dont la moitié n'était pas utilisée. Donc, c'était un supermarché énorme où les salariés, parfois, n'arrivaient pas à tous les coins. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est avoir plus de clarté sur les skills clés dont on a besoin pour réussir selon les plans strat, mais aussi sont les skills clés qui sont importants pour l'employabilité des salariés. Donc, quand on parle de cybersécurité, quand on parle des data, quand on parle d'IA, c'est des sujets clés pour nous, pour le business, mais c'est aussi un sujet clé pour l'employabilité des salariés. Donc, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de peut-être avoir moins d'objets de formation, plus ciblés, d'une qualité plus élevée et avec une disponibilité plus simple pour côté salarié. Donc, on a classifié les objets de formation autour des skills clés et on a inventé 3 concepts. Je prends un exemple, par exemple la cybersécurité. On prend les sujets en 3 niveaux. As a culture, as a tool, as a job. Comme une culture, acculturation, comme un outil, comme un travail. Donc, par exemple, la cyber, on a des programmes de formation d'acculturation pour tous les salariés. Il faut savoir un minimum basique de cyber. Après, si on est dans des équipes de vente ou de marketing, il doit savoir un peu plus. C'est un outil, c'est un tool. Et si on est vraiment dans le filière ou dans les équipes de cyber, c'est un job.
Donc, on organise par skills clés et on organise Attitude Culture Job. Et on fait tout cela à travers d'un système des écoles. On a des écoles qui s'appellent Orange Campus. Des écoles organisées de nouveau selon les skills clés. Des écoles qui sont proches au business, ne sont pas un élément central. L'école de cyber est avec les équipes de cyber, mais ils fonctionnent avec une espèce de mentalité de réseau avec nos équipes centrales pour pouvoir rendre la formation de cyber pas que aux équipes cyber, mais comme je viens de dire, à tous les salariés d'Orange grâce à cette cyber asset culture. À côté de cela, on a lancé des formations obligatoires tous les années autour des sujets clés. Voilà. Donc, de nouveau, là, on est en train de changer l'approche cohérente avec la politique des talents et des opportunités pour tout ce qu'on vient de dire, et un peu plus ciblée autour des skills clés liés au plan stratégique. Super. Merci beaucoup, Ignacio, pour ce témoignage si riche et passionnant. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu aurais une suggestion à me faire pour un prochain interviewé à ce podcast? Oui, Johanna, je t'avoue, j'ai beaucoup cherché parmi mes collègues espagnols, mais j'ai pas trouvé quelqu'un qui soit ici en France. Donc, je me suis dit, quand je suis arrivé il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de connaître Jean-Claude Pats de Michelin. On a eu une belle conférence de lui et j'ai trouvé dans ses mots une idée très claire, pragmatique, je dirais fraîche, ok, et une mentalité de point de vue de RH et de très proche au business, très proche aux cultures. Je crois que c'est un bel exercice de curiosité. Donc voilà ma recommandation. Merci beaucoup. On va essayer de le contacter. Merci Ignacio. À très bientôt. Merci Johanna.